make almost any amount of bail, or with respect to the fact that it's in CPL, I'd like to speak a bit about what we know about the case. For abuse of the third degree and forcible touching. Priest want affidavit is signed, waiving the charges denied the rights of the other counsel? Yes, at this time, people are requesting that. Et sous caution, craignant qu'il échappe à la procédure le visant, image terrible qui s'ajoute à d'autres que l'on a vues en boucle tout au long de la journée, DSK entre deux policiers, les mains menottées dans le dos, image qui sonne bien sûr comme une condamnation médiatique selon une mise en scène coutumière de la justice américaine. Et bien sûr, ce soir, le choc et le malaise en sont encore plus grands. Bien sûr, une édition spéciale du 19h jusqu'à 19h30 ce soir. L'affaire DSK, ses répercussions pour le Parti socialiste, bien sûr, également pour la gestion de la crise de l'euro. Plusieurs invités tout à l'heure, dont la strauss-kahnienne Catherine Tasca, vice-présidente socialiste du Sénat, qui réagira. La tourmente, donc, après l'inculpation pour agression sexuelle, tentative de viol et séquestration, la présentation devant une juge de Manhattan, donc, dans l'après-midi, devant laquelle Dominique Strauss-Kahn entendait se défendre vigoureusement, mais les rapports d'experts publiés dans l'après-midi sont venus corroborer les accusations de la plaignante. Julie Hulin. DSK devant le juge de la chambre correctionnelle de Manhattan. Les premières informations émanant des journalistes présents à l'audience sont accablantes. Des rapports d'experts qui corroboraient les accusations de la plaignante, une vidéosurveillance de l'hôtel où l'accusé aurait l'air de fuir et une autre affaire sexuelle qui pourrait l'impliquer. Résultat, Dominique Strauss-Kahn sera donc placé en détention préventive. Les premières conséquences d'une affaire débutée samedi après l'accusation pour agression sexuelle d'une femme de chambre de 32 ans employée dans un hôtel Sofitel de New York. Interpellé à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy alors qu'il prenait un vol pour Paris, le patron du FMI avait été emmené au commissariat de Harlem où il a passé près de 30 heures en garde à vue. La comparution d'abord prévue dimanche a finalement été repoussée afin de permettre aux enquêteurs d'effectuer de nouveaux tests acceptés de plein gré par DSK. Objectif, vérifier s'il y a eu contact physique entre l'accusé et sa victime présumée avec recherche de traces ADN et de possibles marques de griffure. La victime a, elle, formellement désigné son agresseur qui, lui, a choisi de plaider non coupable, niant toutes les accusations. À ses côtés, deux avocats stars aux États-Unis, William Taylor et Benjamin Brafman, ténors du barreau de Washington et New York, connus pour avoir obtenu l'acquittement de nombreuses personnalités, dont Michael Jackson. Les deux parties vont maintenant devoir rassembler des preuves autour de cette agression présumée, dont l'heure fait déjà débat, ainsi que l'emploi du temps de Dominique Strauss-Kahn. Cette journée de lundi marque le début d'une procédure judiciaire qui pourrait durer plusieurs mois. DSK entend se défendre vigoureusement face à des charges passibles de 25 ans de prison. Incarcéré donc ce soir, Dominique Strauss-Kahn comparaîtra lors d'une prochaine audience devant le tribunal de New York. La date, ce sera le 20 mai. Sonné, le Parti socialiste voit ses plans bien sûr chamboulés pour 2012. Martine Aubry et François Hollande voient leur position relancée. Le Parti socialiste maintient le calendrier des primaires. Le bureau national a été avancé à demain sous l'autorité de Martine Aubry. Patrick Jean-Pierre. L'onde de choc est bien réelle et visible chez les socialistes. Les images de Dominique Strauss-Kahn menottées marquent les esprits. Martine Aubry, arrivée en début d'après-midi au siège du PS, se dit abasourdie et bouleversée. Je me réjouis qu'on soit dans un pays où, grâce à la loi sur la présomption d'innocence, on ne peut pas montrer les hommes et les femmes à ce stade de la procédure menottée. Je pense que c'est profondément humiliant et personnellement, ça m'a vraiment bouleversée. Quelques heures auparavant, au traditionnel point presse du PS, ce n'est pas un coup d'arrêt, mais bien la poursuite de leur stratégie en vue de 2012 que les socialistes sont venus annoncer. L'affaire DSK n'aura donc aucune incidence sur l'organisation des primaires. Le calendrier demeure et les objectifs pour nous demeurent. Notre mission, c'est de battre Nicolas Sarkozy et nous ne le perdons pas de l'esprit. Le Parti socialiste n'est ni décapité ni affaibli. Il a une leader, Martine Aubry. Il compte en son sein de nombreux talents, de nombreuses personnalités qui ont une expérience d'État, qui peuvent le représenter et il y aura un candidat ou une candidate qui le représentera à l'élection présidentielle. Loin des États-Unis, toutes les spéculations vont bon train sur cette affaire. Au fil des heures, certains décèlent des contradictions dans la chronologie des faits, suffisantes pour ne pas écarter la théorie du complot. J'ai encore en tête le fait qu'on avait promis à Dominique Strauss-Kahn le feu nucléaire dès qu'il ferait ses premiers pas
de candidat. Le Parti socialiste réunira son bureau national demain midi pour évoquer les conséquences de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Encore deux réactions dans le camp socialiste. Le sénateur François Rebsamen, maire de Dijon, qui soutient François Hollande, ne croit pas à un complot destiné à faire chuter DSK. À l'inverse, le sénateur François Patria évoque toujours sur publicsénat.fr un coup monté et il évoque un scénario digne d'un polar à l'américaine. Prudente dans ses commentaires, exception faite de quelques francs-tireurs comme le député Bernard Debré qui a parlé d'un homme non recommandable. La majorité déplore avant tout une possible atteinte à l'image de la France. Le FMI de son côté se veut rassurant, affirmant qu'il n'y aura pas de conséquences pour la gestion de la crise grecque notamment. Margot Aubrio. Du côté du Fonds monétaire, on se veut rassurant. Pour l'heure, le numéro 2 du FMI, l'américain John Lipsky, assure l'intérim. Mais sur la planète économique, l'heure est à l'inquiétude. En Europe d'abord, cette affaire tombe au plus mal pour l'Union européenne, engluée dans une crise sans précédent de sa dette. L'absence de Dominique Strauss-Kahn pèse lourd à la réunion de l'Eurogroupe qui s'est ouverte aujourd'hui à Bruxelles. Je ne peux que me réjouir que le dialogue se poursuive entre la Banque centrale européenne, la Commission et le Fonds monétaire international qui sera bien sûr représenté. Grèce, Irlande, Portugal, ils étaient nombreux à compter sur le directeur du FMI. C'est notamment Athènes qui perd un allié de choix alors que plusieurs pays plaident pour une restructuration de sa dette. Car le patron du FMI était l'homme des plans de sauvetage, l'opposant aux rigoristes, un fin négociateur capable de convaincre les chefs d'État de débourser des milliards pour maintenir l'équilibre monétaire mondial. L'activisme en faveur de la zone euro pourrait bien prendre fin avec le départ du français. Et puis, inquiétude aussi pour les travaux du G8 et du G20 présidés par la France. Paris comptait beaucoup sur le soutien de Dominique Strauss-Kahn pour faire progresser ses idées en matière de gouvernance économique mondiale. La course à la succession est déjà lancée. Par tradition, la présidence est européenne. Pourtant, les pays émergents ont eux aussi toutes leurs chances. En tous les cas, ce soir, les ministres des Finances de l'Union européenne sont tombés d'accord sur l'aide au Portugal. Également dans l'actualité, aujourd'hui, notons-le, Maxime Grémetz, apparenté communiste, a décidé de démissionner de son mandat de député. Il estime qu'il ne peut plus exercer pleinement son mandat depuis qu'il a été exclu de son groupe. Pour aller plus loin maintenant, donc dans ce dossier où l'affaire DSK, nos invités, Catherine Tasca, vice-présidente socialiste du Sénat, Jean-Didier Belot, avocat, spécialiste en droit américain, Thomas Guénaroff, historien, spécialiste des États-Unis, et puis Guillaume Tabar, journaliste aux Échos, qui imagine, comme bien des psys d'ailleurs, un acte manqué de DSK, une sorte de refus inconscient de se lancer dans la présidentielle. C'est une thèse également qui accourt. Alors d'abord un mot, maître, sur les premières décisions, tout ce qu'on apprend là par Twitter notamment, en provenance de New York. La juge refuse donc une libération sous caution de Dominique Strauss-Kahn. Ses avocats proposaient $1 million. Et puis les analyses sont venues confirmer, je le disais tout à l'heure, les accusations de la plaignante. Est-ce qu'on peut parler d'une première défaite pour la défense du directeur général, de celui qui est toujours directeur général du FMI? Absolument, moi je n'y croyais pas. Je m'attendais à une libération sous caution au minimum d'$1 million. Je n'avais pas imaginé que le juge pourrait refuser. Cela dit, c'est un refus temporaire puisqu'une nouvelle audience est prévue vendredi pour laisser le temps aux deux parties, l'accusation comme les avocats de la défense de M. Strauss-Kahn, de prendre connaissance du dossier et de préparer aussi une défense. Donc c'est une défaite sur un terrain médiatique. Je ne suis pas certain que sur un terrain judiciaire, de pratique judiciaire, ce soit une telle défaite pour l'instant. D'accord. Il faut attendre qu'une l'audience de libération, vendredi. de toute façon, une libération devrait intervenir. Il me semble évident que M. Strauss-Kahn doit être mis en liberté. Verser une caution, elle sera élevée. Elle sera de plus d'$1 million, à mon avis. On lui prendra sans doute son passeport. On lui interdira de quitter le territoire des États-Unis d'Amérique. Mais le laisser en prison, ça me paraît très extravagant par rapport à des précédents. Pas par rapport à une vision franco-française de la justice américaine, mais par rapport à des précédents aux États-Unis. Très bien, on essaiera de comprendre tout à l'heure mieux avec vous comment fonctionne la justice américaine. Catherine Tasca, vous connaissez bien l'impact de la télévision, l'image de Dominique Strauss-Kahn devant la juge, on l'a vu, et puis menotté, les images qui tournent en boucle, est-ce que cela vous choque ?
Profondément, ça me bouleverse parce que ce qui est en jeu, c'est le destin d'un homme et de toute sa famille. Et depuis 48 heures, ce pilonnage d'images où on nous montre au fil des heures la fatigue, l'angoisse légitime et ses mains menottées dans le dos. Heureusement, chez nous, cela n'est pas possible depuis la loi de 2000. Sur les écrans français, interdire ces images, selon vous? Peut-on les interdire? À mon avis, ça n'a pas de sens aujourd'hui quand on connaît l'évolution des médias, Internet. Je ne vois pas qui et comment pourrait empêcher. Mais ce déferlement est quand même lourd je dirais, d'enseignement parce que, au fond, dès dimanche matin, dès le réveil, il était d'une certaine manière jugé. Là, on comprend ce que veut dire la procédure accusatoire. Donc, tant qu'il n'a pas pu bâtir sa défense, et là, je vous rejoins, il y a ce rendez-vous vendredi, tant qu'il n'a pas pu s'exprimer et bâtir sa défense, on aimerait bien que ce flot d'images soit un peu plus respectueux de la dignité de l'homme. Vous pourriez parler d'ores et déjà d'une condamnation médiatique qui le place hors jeu politiquement ce soir, DSK? Et moi, je n'ai pas envie d'anticiper sur les conséquences de cette situation. J'attends avec à la fois beaucoup d'inquiétude et en même temps quand même d'espoir qu'il puisse en effet bâtir sa défense. Je souhaite de tout cœur que lui et sa famille puissent sortir de cela la tête haute. Mais les conséquences politiques, on y songera. Prenons un peu de temps. Mais je pense qu'il y a une forme d'essence à avoir à l'égard de quelqu'un qui a énormément apporté et qui apporte par sa pensée, par son action, des choses extrêmement positives au Parti socialiste. Donc on peut tout de même se donner quelques jours pour que la justice parle et que les faits parlent. Et on n'est pas obligé d'anticiper aujourd'hui, lundi, on peut au moins attendre l'audience de vendredi. Est-ce que le risque des socialistes n'est pas d'en faire trop et d'oublier que la vraie victime, c'est cette femme de chambre? Mais je pense que ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est clair que pour une femme, l'agression sexuelle est sans doute l'agression la plus insupportable et donc la plus condamnable. Mais encore une fois, à l'heure qu'il est, il n'y a pas eu jugement. Et je trouve qu'un homme, quelle que soit sa position sociale, a droit au respect de sa dignité, au respect de la présomption d'innocence. Est-ce que vous imaginez un piège? On n'oublie pas cette jeune femme. Est-ce que vous imaginez un piège ou un complot? Moi, le complot ne fait pas partie, je dirais, de ma vision du monde politique, mais là aussi, c'est finalement le jugement qui nous le dira, puisque certains soulignent des zones d'ombre dans le constat des faits, tout simplement. Il y a des débats sur les horaires, des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut attendre d'en savoir plus, et je le répète, attendre que la défense ait pu s'exprimer, vraiment, ce qui n'est pas le cas. On nous montre un Dominique Strauss-Kahn menotté, déplacé sans ménagement, avec cette image de la gabardine qui tombe. C'est vraiment un avilissement par l'image que je trouve absolument condamnable. Est-ce qu'il ne valait pas mieux que cette sortie de route de Dominique Strauss-Kahn intervienne aujourd'hui qu'à, par exemple, 3 semaines du premier tour de la présidentielle l'an prochain, Catherine Tasca? Moi, je ne sais pas comment on peut se poser cette question. La sortie de route, elle est toujours redoutable. Attendons de savoir s'il est vraiment sorti de la route. Donc pour vous, il n'est pas hors jeu, vous refusez cette idée-là, ce soir. C'est trop tôt. C'est absolument trop tôt puisqu'il faut attendre un jugement tout de même. Nous sommes attachés à l'état de droit. Nous le revendiquons pour tous et pas seulement pour tel ou tel. Donc il a droit d'être jugé. Il va l'être dans un cadre judiciaire qui ne ressemble pas au nôtre et qui est sans doute plus dur à vivre encore que le nôtre, mais il a droit à cette présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous redoutez aujourd'hui pour le Parti socialiste et pour le rendez-vous de l'an prochain?
Pour le Parti socialiste, de toute façon, nous savions que nous entrions dans une guerre frontale. Une guerre frontale face au président de la République. Oui, absolument, D'accord. absolument. Cette campagne présidentielle, nous ne l'avons jamais imaginée douce, paisible, fraternelle, Le etc. fameux feu nucléaire qu'évoquait Jean-Christophe Cambadélis, vous en aviez entendu parler, le risque d'un feu nucléaire contre DSK? Non, non, et puis on vient de vivre le feu nucléaire, ça n'est pas la comparaison que j'emploierais. Mais alors aujourd'hui, ce dont nous étions sûrs, c'est que pour 2012, nous allions à une bataille au couteau. Et ça va on a eu demeurer. d'autres exemples, et ça va demeurer. Aujourd'hui, on dit que François Hollande, idéologiquement, est le plus proche de DSK. D'ailleurs, les partisans de DSK disaient que ça ne sert à rien qu'il y aille, puisqu'il est sur les mêmes idées que nous. Donc c'est votre candidat numéro 2 ? Je n'ai pas de candidat numéro 2. Moi, si Dominique Strauss-Kahn était candidat, je le soutiendrais, comme je l'ai fait depuis des années. Je n'oublie pas que nous avons été compagnons de route, et on ne passe pas en 48 heures de la confiance, du respect, de l'estime à la défiance et voire à l'indifférence. Donc voilà. C'est cette durée de décence que vous voulez respecter. Il sera bien temps, lorsque nous serons fixés sur les faits, de réfléchir au sort du PS comme au sort du FMI d'ailleurs. Alors Guillaume Tabar, vous analysez dans les Échos ce matin le forfait d'un joueur. Pourquoi le forfait ? Le forfait au sens où il est contraint malgré tout, même si la décision n'est pas formellement prise ou annoncée, il est contraint de se retirer des primaires socialistes. Mais à vous lire, pas totalement malgré lui. Alors, pas malgré lui, c'est une question qui se pose, que je ne tire aucune conclusion parce que je ne suis pas dans l'intimité de Dominique Strauss-Kahn et aucun d'entre nous, et donc on ne peut jamais tirer comme ça de conclusions définitives. Ce qui me frappe quand même dans cette séquence, et on l'a vu aussi avec l'affaire de la Porsche avant, c'est que Dominique Strauss-Kahn lui-même était le premier à dire qu'il y avait un certain nombre de terrains sur lesquels il était fragile, ou en tout cas il s'attendait à être attaqué. Libération raconte ce matin que lors d'un déjeuner fait avec la rédaction Libération, il a lui-même cité 3 points où il dit « je sais que je vais être attaqué sur ce point ». Son rapport à l'argent, son rapport aux femmes, et lui-même disait « oui, j'aime les femmes, et alors ?» Et le troisième point qu'il citait, c'était sa judéité, en raison notamment d'une interview qu'il avait accordée il y a quelques années à Tribune Juive. Où il disait chaque matin, je me réveille en disant qu'est-ce que je peux faire pour Israël. C'est un autre domaine, enfin, il citait ces 3 points. Bon. Or, il sait qu'il va être surveillé. Mme Pascal disait, on savait que cette campagne serait au couteau. Oui. Il est entouré d'une équipe de communicants qui était chargée de veiller à qu'il n'y ait pas le moins de faux pas, ni dans la progression de sa candidature, ni dans tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où il observait de tous, il y a cette image de la Porsche. Bon, sincèrement, on peut dire que c'est une faute d'inattention, mais... quand on est vigilant à tout, on doit être vigilant à ça aussi. Et François Mitterrand ne l'avait pas commise quand, je crois, quand ces gars-là l'avaient était venu le rejoindre avec sa Rolls. Autant, on va se dire, bon, il y aurait d'autres choses à dire aussi. Alors voilà, pour l'argent et alors les femmes. Et puis la question des femmes, au moment où il sait que des affaires, que notamment l'affaire de cette journaliste française qui avait raconté avoir été victime aussi de certaines pressions physiques, il sait que ça va ressortir, il s'y attend. Bon. Le moins qu'on puisse penser, c'est que dans cette phase-là, il soit particulièrement attentif à tout ça et particulièrement vigilant. Donc c'est vrai que c'est quand même troublant de voir que, bien sûr, il faut attendre la suite des événements, mais qu'il s'est placé dans une situation pour le moins à risque pour lui. Catherine Tasca, est-ce que vous partagez ce trouble? À l'évidence, il ne s'est pas protégé et il n'a pas été protégé autant qu'il aurait dû l'être dans ce climat qui, je le répète, est une lutte frontale, et donc il aurait sans doute dû se préparer à beaucoup de risques. Et là, c'est vrai que l'on s'interroge, mais c'est un mystère, c'est aussi ce qui fait peser sur la situation un certain nombre d'interrogations, parce que on ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas de lui-même analysé tout ça. Que s'est-il passé samedi à New York dans sa tête dans sa tête ou autour de lui, je ne préjuge pas. Alors, on va essayer de mieux comprendre les suites judiciaires de cette affaire. On en a déjà dit un mot avec Maître Bello. Thomas Snegaroff, vous êtes historien, spécialiste de la civilisation américaine. On s'interroge donc sur la mise en scène de la justice américaine. Elle choque en France, mais c'est une chose coutumière là-bas. Oui, on montre. Alors c'est un peu particulier la justice américaine parce que d'un côté, on voit, et on est assez impressionné par ça, une femme de chambre peut faire tomber le 2e homme le plus puissant du monde.
contrairement à ce qu'on peut dire, moi je trouve ça plutôt vertueux. Après, on verra la suite de l'histoire. Mais je trouve que c'est quand même pas mal de rappeler ça, l'indépendance de la justice. Mais en même temps, et peut-être Maître pourra nous aider là-dessus, c'est aussi une justice dans laquelle, quand on a beaucoup de sous, on est mieux défendu que quand on a moins de sous, et c'est peut-être une des chances de Dominique Strauss-Kahn. Tout le monde ne peut pas mettre, par exemple, $1 million proposé comme les avocats de DSK, $1 million de dollars pour une libération conditionnelle. Oui, et puis effectivement, dealer aussi des accords avec les gens qui portent plainte contre soi. Donc voilà. Mais effectivement, ce système judiciaire, il est impressionnant. J'ai entendu beaucoup, on est dans un mauvais film américain. Moi, je trouve qu'on est dans un très bon film américain. Il y a une espèce de dramaturgie qui se déroule. Dans ce que je dis, il n'y a aucune ironie du tout. Je trouve ça dramatique, les images. Dramatique aussi, si c'est avéré ce qui s'est passé pour cette personne tout de même. J'aimerais le rappeler un peu aussi ce soir. On ne le dit pas assez, je crois. Il y a une dramaturgie. Il y a surtout un homme, je trouve, qu'on a longtemps considéré qui n'incarnait pas la France, qui n'incarnait pas la gauche, qui n'incarnait pas les vraies valeurs de la gauche, qui n'incarnait pas la France. Souvenez-vous des propos de Christian Jacob. Et aujourd'hui, à droite notamment, il incarne la France, puisque c'est une très mauvaise image pour la France, une très mauvaise chose. Donc, enfin, aujourd'hui, il incarne la France. Malheureusement, je pense un peu tard pour lui. Maître Belot, que va-t-il se passer maintenant? Quelle va être la suite de la procédure? On a dit l'audience suivante est programmée vendredi. Il faut d'abord rappeler que M. Strauss-Kahn, contrairement à ce qu'on entend beaucoup depuis 48 heures, n'a jamais été mis en examen ou inculpé. Il faut distinguer dans la procédure pénale américaine la phase policière de la phase judiciaire. Lorsque M. Strauss-Kahn est interpellé à bord de l'avion d'Air France, il est conduit au commissariat de Harlem et la police lui notifie des charges. Et donc c'est une accusation policière. Dans un délai de 48 heures maximal, il doit être présenté à un juge. C'est l'audience dont on a vu ces images terribles il y a quelques instants. L'audience a uniquement pour finalité de statuer sur la liberté ou la détention de M. Strauss-Kahn. Dans un délai de 2 semaines environ, c'est la pratique à New York, puisque ce n'est pas la loi fédérale, la loi pénale fédérale, mais c'est la loi pénale de l'État de New York qui s'applique ou qui s'appliquera aux faits. Dans un délai d'usage de 2 semaines, le procureur va finir ou poursuivre son enquête, en faire une synthèse et s'adresser au grand jury, 23 citoyens américains, à qui il va demander, au vu de ses conclusions de son enquête, de poursuivre judiciairement cette fois, mais seulement à partir de ce moment-là, et donc d'inculper ou de mettre en examen M. Strauss-Kahn. Alors, on dit qu'il est passible, écoutez bien, de plus de 70 ans de prison. C'est une information qui est donnée par le tribunal de New York. On arrive à cette durée de condamnation, en tout état de cause, pour vous. Il est condamné à rester aux États-Unis un bon bout de temps, emprisonné ou libre sous caution. À partir de son indictment, c'est-à-dire de son inculpation, d'ici 2 semaines, la procédure est censée ne durer que 6 mois. Que 6 mois. 6 mois. Mais dans le calendrier politique français, évidemment, ça règle tout. Hein. Catherine Tasca, là... Et donc 6 mois. Si le procureur veut poursuivre au-delà des 6 mois, il lui faut prouver qu'il n'a pas réussi à présenter un dossier devant le petit jury, l'audience publique, le procès, pour X raisons qu'il doit justifier. Bon, alors Thomas Negaroff nous rappelait que les affaires de justice aux États-Unis peuvent se régler avec beaucoup d'argent, parfois au bénéfice de la victime. Est-ce que cette femme qui va sans doute déposer plainte peut essayer de monnayer, je ne sais pas, le retrait de son témoignage? Oui. Et là, ce serait peut-être plus qu'$1 million. Il y a un précédent qui est un précédent avec Bill Clinton. Quand il est poursuivi dans l'affaire Paula Jones, il y a possibilité de régler ça à l'amiable, enfin en versant beaucoup d'argent. Je crois que c'était à l'époque $750 000. Et Clinton refuse à l'époque. Et d'ailleurs, il aurait peut-être dû accepter parce que c'est à cause de cette affaire Jones que va basculer dans l'affaire Lewinsky, parce qu'il va mentir sous serment en disant qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec Miss Lewinsky. Mais il refuse avec 2 explications. La première, c'est qu'il n'a pas l'argent pour. Et la deuxième, c'est parce que payer, ce serait reconnaître sa culpabilité. Alors, c'est pas la même chose. Il était président des États-Unis. C'est pas le cas aujourd'hui. Bon. Alors, donc c'est possible. Est-ce que cette dame peut obtenir des dommages et intérêts et ça pourrait faire pchit? Non. Pour DSK, non, pas automatiquement, attendez, c'est plus compliqué. Pas automatiquement. Non, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Non. Il peut y avoir une transaction financière sur les dommages et intérêts accordés à une victime et que la puissance publique, l'action publique, le procureur continue à poursuivre. Exemple, M. Polanski. La victime suppliait
qu'on arrête. Elle avait des enfants, un mari, elle avait refait sa vie, tourné la page. Monsieur Polanski a été poursuivi par l'Attorney General. Évidemment. Guillaume Tabar, est-ce que vous voyez le Parti socialiste affaibli et qu'est-ce qui va se passer selon vous? Martine Aubry va y aller? Oui, affaibli, c'est un terme affectif. Or là, actuellement, le PS est sous un choc affectif, justement. Et affaibli, c'est un terme politique. Bon. Or, c'est difficile de dire qu'un parti est affaibli politiquement par une affaire d'une ampleur inimaginable. Donc il y a le choc du moment, qui est un choc affectif terrible pour tous ceux qui connaissent Dominique Strauss-Kahn ou pour tous ceux qui l'accompagnaient, et puis pour un parti qui s'apprêtait quand même à le désigner comme candidat. Il va falloir s'en remettre assez vite parce que oui, alors, la de cette campagne manière, avance. et ça c'est passé un peu inaperçu, mais je trouve que Benoît Hamon, qu'on a entendu tout à l'heure, a acté que le PS était passé à autre chose. Parce que, il y a deux déclarations qui m'ont frappé. La première, c'est celle de Martine Aubry dès hier. Oui, assez ferme. Qui dit, bien sûr, on est bouleversé, elle dit, mais... Coup de tonnerre. Oui, mais qui ajoute aussitôt, les Français doivent savoir qu'ils peuvent compter sur le Parti socialiste, etc. Donc, ça veut dire sur elle, ça veut dire, non, ça veut dire dans un premier temps, bon, Strauss-Kahn, l'affaire est terrible, mais nous, c'est autre chose. Et là, on a entendu Benoît Hamon qui dit, le calendrier des primaires ne bougera pas, c'est-à-dire candidature déposée entre le 28 juin et le 13 juillet. Or, on sait bien qu'en toute hypothèse, le volet judiciaire de l'affaire Strauss-Kahn ne peut pas être réglé dans un délai tel qu'il puisse se représenter le 28 juin. Catherine Tasca, depuis le début de cette émission, est-ce que vous craignez le retour du spectre d'un 21 avril à l'endroit? Je ne suis pas au 21 avril 2012 dans ma tête. Je suis vraiment en mai 2011. Ce que je veux dire, c'est que le parti peut se donner quand même un peu de temps avant de trancher tous ces problèmes. Ce qu'a dit très bien Benoît Hamon aussi, c'est qu'il n'y a pas une frontière entre Dominique Strauss-Kahn, l'homme privé, et le drame qu'il vit, et le parti. Il est des nôtres depuis des années, ça a été un grand ministre. Il était en effet en bonne position pour être désigné aux primaires. Donc il n'y a pas pour nous deux affaires complètement séparées. Mais le parti, à mon avis, a à la fois le droit et le devoir de se donner quelques jours avant de trancher. C'était normal que sous le coup de l'émotion on dise on ne change rien, parce que si on dit on change, pour faire quoi et comment, il faut quand même y réfléchir un petit peu. Donc moi je compte vraiment sur un peu de raison dans tout ça et un tout petit peu de patience, notamment de patience des médias. Parce que face à un cataclysme comme celui-ci, on ne peut pas avoir la réponse à toutes les questions dans les 48 heures. Coïncidence de l'actualité, Marine Le Pen a vu sa candidature validée aujourd'hui par le bureau politique du Front National. Est-ce que ce n'est pas elle qui sera la première bénéficiaire de cette affaire? Oui, le bénéfice que le Front National s'efforce de tirer aujourd'hui et hier de la situation politique est patent. Alors est-ce que si Dominique Strauss-Kahn devait être éliminé de la vie politique française et en tout cas et des candidatures de la gauche, moi je crois qu'elle n'en bénéficiera ni plus ni moins. Elle est sur un certain nombre de thème qu'elle exploite à fond, mais je ne pense pas que la situation de Dominique soit en faveur de Madame. Je dirais qu'au contraire, ça peut faire beaucoup réfléchir nos concitoyens sur les enjeux de toute cette situation. Il reste 5 secondes. Thomas Negaroff, un mot. Une contradiction dans le discours du Front National. Tous pourris, tous au-dessus des lois. Là, je crois que Dominique Strauss-Kahn, il est en dessous des lois. Ah, d'accord. Alors, question du nouvelobs.com. Elle portait bien sûr sur votre vision de cette affaire DSK. On va découvrir vos réponses. Est-ce que vous croyez aux accusations? C'est très partagé. Non, 42%. Oui, 33%. Et ne c'est pas 25%. Les choses devraient quand même aller plutôt vite, si on vous écoute, Maître Belot, du côté de la justice américaine. À 22h, c'est Sonia Mabrouk que vous retrouverez pour le journal sur Public Sénat, tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Tout dépend d'eux. Bonsoir à tous et merci d'avoir participé à cette édition. Je crois qu'il y a tellement de mensonges et de contre-vérités qui ont été formulés que je comprends que des gens s'interrogent. Et d'ailleurs,
Si je suis là, c'est aussi pour répondre à tout. Dans les situations de crise, face aux scandales et aux questions pressantes, certains politiques ont développé l'art de ne pas dire toute la vérité sans pour autant proférer des mensonges qu'on pourrait leur reprocher. Alors, quel est cet art? Quelles en sont les recettes? Et par quel type de pirouette espère-t-il s'en sortir? Cette semaine, c'est vérité et mensonge dans Déshabillons-les. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Mardi à 18h15 sur Public Sénat.